Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Je voudrais vous faire une brève introduction concernant ce sujet avant de recevoir nos panélistes qui seront présents sur ce plateau de la TVM. Madagascar a donc participé le 23 septembre dernier au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires avec comme leitmotiv population bien nourrie et en meilleure santé grâce à des systèmes alimentaires performants, inclusif, résilient et durable. L'un des engagements phares du pays à ce sommet était promouvoir l'accès à une alimentation diversifiée, saine et nutritive avec l'implication du secteur privé et la société civile. Chaque citoyen a donc sa part de responsabilité dans cet engagement. Et dans cette émission spéciale de ce soir, nous expliquerons les dispositions qui sont mises en place ainsi que les investissements de chaque acteur dans ce processus. Nos discussions, comme je le disais en début de cette émission, entrent dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation ce 16 octobre avec un thème « L'avenir de l'alimentation est entre nos mains, alimentation de la production, amélioration de la nutrition, amélioration de l'environnement et amélioration des conditions de vie ». Nous aurons un panel très riche ce soir. Il s'agit entre autres du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Ramilson Arfid. Il est également représentant de Madagascar au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Nous avons également le docteur Boliko Mbouli Charles, qui est le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ou la FAO à Madagascar, aux Comores, à Maurice et aux Seychelles. Également, le professeur Floultina Antamari-Daniel, qui est coordonnateur national de l'Office national de la nutrition, et le docteur Rasuarauna Felambouang, qui est présidente de la plateforme des chercheurs pour la lutte contre la malnutrition MICAS. Et enfin, Sekina Andiamanarivu, qui est directeur des opérations Agricuba Group SMTP et présidente également de la plateforme du secteur privé SBN Anzaramaswanju. Que devons-nous donc comprendre quand on parle de système alimentaire ou également des mécanismes institutionnels en faveur de l'alimentation inclusive à Madagascar? Visionnons en premier lieu cette courte vidéo avant de recevoir sur ce plateau nos panélistes. Nous allons en premier lieu donner la parole au professeur Floultina Antamari-Daniel, qui est coordonnateur national de l'Office national de nutrition.
Professeur, nous parlons d'alimentation saine et diversifier nos téléspectateurs voudront comprendre les principes qui dictent une alimentation saine et nutritive. Mais auparavant, quel est le contexte actuel de la situation nutritionnelle à Madagascar? Merci beaucoup. Bonjour aux téléspectateurs et à ceux qui regardent donc cette émission. À Madagascar, il est important d'ores et déjà de commencer par différencier donc les deux types de malnutrition pour que les téléspectateurs puissent comprendre les tenants et aboutissants donc de ce thème. Il y a deux types de malnutrition. Il y a ce que l'on appelle la surnutrition, l'obésité, le surpoids et la sous-nutrition, donc avec 4 types de sous-nutrition. Et nous allons nous focaliser plus principalement sur les 3 types de sous-nutrition qui sévissent encore malheureusement à Madagascar. Premièrement, il y a la malnutrition aiguë ou l'émaciation, c'est-à-dire c'est un poids faible par rapport à la taille. Il y a le retard de croissance ou malnutrition chronique, donc c'est un enfant de petite taille pour l'âge, et il y a ce que l'on appelle la malnutrition donc par déficit en micronutriments, en fer, en magnésium, en calcium, etc. Donc nous allons, par rapport aux données que je vais vous partager, nous focaliser donc, sur ces 3 types de sous-nutrition qui sévissent encore à Madagascar. Bien sûr, le volet surnutrition existe bel et bien chez nous, quoique ces 3 types de sous-nutrition constituent vraiment encore un grand problème de santé publique préoccupant pour Madagascar. Pour commencer, par rapport donc sur le plan mondial, Madagascar se situe au 114e rang des pays sur 117 en termes d'indice de la faim. Là, c'est en termes d'indice de la faim. 44% de la population malgache souffre de sous-nutrition. Et maintenant, nous allons parler du retard de croissance, c'est-à-dire la petite taille de l'enfant pour l'âge. Près de moins de la moitié, c'est-à-dire 42% des enfants de moins de 5 ans à Madagascar souffrent de malnutrition chronique ou de retard de croissance. Et ça situe Madagascar donc au 4e pays les plus touchés de ce fléau dans le monde. En matière d'émaciation, 6%, donc ce sont des taux moyens donc dans tous les pays, mais les taux varient d'une région à une autre. Donc, je tiens à préciser que les taux de malnutrition les plus élevés se situent au niveau des hauts plateaux à Madagascar. Donc, dans la région de Bunglav, dans la région de Ambourne-Mani, Haute-Mathiach et Vaknakarach, à Nalamang, Vatvafit-Vnan et à Lodjamangour. Ce sont les régions où les taux de malnutrition sont les plus élevés à Madagascar. En ce qui concerne l'émaciation, donc 6% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'émaciation ou malnutrition aiguë, mais ce taux peut atteindre, donc ça c'est la moyenne nationale, mais ce taux peut atteindre 17% ou même plus donc, pendant les périodes de soudure dans le grand sud de Madagascar. Voilà en ce qui concerne donc l'émaciation ou malnutrition aiguë. Et quelques mots à propos de ce qu'on appelle le score de diversité alimentaire, puisqu'on parle d'aliments diversifiés, sains et nutritifs. Donc, on constate que le taux moyen de score de diversité alimentaire, c'est moyen, mais ça varie également d'une région à une autre. Mais c'est aux alentours de 5,8 à peu près, tout en sachant que c'est plutôt dans la région d'Anjou où le taux d'indice de diversité, de score de diversité alimentaire est le plus bas. Voilà, c'est-à-dire que le régime alimentaire donc, contient très peu de variétés d'aliments, si l'on peut dire ainsi. Mais quoi qu'il en soit, donc, on peut dire que en termes de qualité et de quantité, le régime alimentaire de la population malagasy est hypoénergétique, c'est-à-dire qu'il y a un déficit, un manque d'énergie, il y a pas, en termes de quantité et en termes de qualité également, c'est très peu diversifié. Donc il y a quelques chiffres, mais des chiffres qui avancent qu'il y a donc ce manque de protéines, ce manque de lipides
et des micronutriments donc, dans l'alimentation en général de la population malgache. Voilà à peu près les données qui datent de 2018-2019, puisque ce sont des données à l'échelle nationale, mais il y a une enquête en cours et nous espérons que prochainement donc, nous aurons l'occasion de partager l'évolution de ces indicateurs en termes de malnutrition, de sous-nutrition à Madagascar. Donc la situation reste encore très préoccupante malgré donc presque 20 années de lutte contre la malnutrition, mais il faut noter toutefois que les chiffres sont en baisse, mais des efforts restent encore à faire. Il faut également souligner le fait que la population malgache est une population jeune, puisque 15% constitué de 0 à 3 ans et 33% même plus de 3 ans à 14 ans. Il faut aussi noter qu'il y a la pandémie de Covid-19 qui n'a épargné aucun pays dans le monde et surtout Madagascar constitue l'un des pays les plus touchés, les plus durement touchés par le changement climatique. Donc voilà quelques explications avancées par rapport encore à l'état préoccupant de la sous-nutrition, donc la malnutrition globale à Madagascar. Merci professeur Vlultinanta Marie-Daniel pour ces explications très claires. En second lieu, je vais donner la parole à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Madagascar s'est engagé, Monsieur le ministre, et le président lui-même s'est engagé pour l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement, avec ses partenaires, se mobilise dans différents secteurs. Ma question est, quelle est la politique actuelle, les stratégies que vous, votre département, le gouvernement met en place et les mesures d'urgence pour promouvoir l'accès à une alimentation diversifiée, saine et nutritive pour la population malagasy? Merci. D'abord, je tiens à saluer aussi les téléspectateurs à cette conférence. Effectivement, le président s'est engagé pour l'autosuffisance alimentaire du pays. Et comme vous le savez, Madagascar, c'est un pays à vocation agricole qui dispose aussi bien des ressources naturelles, des conditions agroclimatiques favorables pour produire les aliments qui nous sont nécessaires, les aliments de base, les aliments diversifiés. Et nous avons eu un atelier national de manière participative et inclusive qui a fait ressortir les grandes lignes justement de cette politique, de cette stratégie. Entre autres, le renforcement de programmes nationaux d'intensification et de diversification agricole et alimentaire. Avec la diversité des produits que nous pouvons avoir à Madagascar, il s'agit aussi de compléter la carte des spécialisations régionales de production alimentaire du pays, de mettre en place des programmes de diversification par rapport à l'agriculture, au petit élevage et des techniques de production agricole dans les communes urbaines. Il faut aussi créer des usines locales pour renforcer la conservation et la transformation des produits agricoles, pour réduire les pertes post-récolte, créer de la valeur ajoutée. Il y a aussi des centres de nutrition qui valorisent les produits diversifiés pour l'alimentation nutritionnelle des mères et des enfants. Et je veux citer pour cela, par exemple, NutriSud à Fort-Dauphin ou Nutrimad aussi, Nutrisaz aussi ici à Tana. Il faut aussi lier les plateformes d'échange sur la culture culinaire nationale et en plus de la production, pour la sécurité alimentaire, on prévoit de mettre en place des banques alimentaires. Les banques alimentaires
notamment dans le sud dont nous connaissons la situation, mais aussi dans les zones qui subissent annuellement l'effet des cyclones, parce que nous avons aussi des problèmes de rupture à ces moments, à ces périodes. Maintenant, comme on a dit, le gouvernement a mobilisé les différents acteurs de la sécurité alimentaire. Il s'agit bien sûr des partenaires techniques et financiers comme la FAO ici présente, ou la Banque mondiale, le FIDA, l'Union européenne, la GIZ, etc. Et aussi l'USAID, les organismes non gouvernementaux divers. Mais aussi le secteur privé et la société civile. Donc, quand j'ai parlé tout à l'heure de plateforme, elle inclut ces différents acteurs et ils sont mobilisés, encore une fois, de manière participative et inclusive pour que, autour des populations qui sont à la fois productrices, mais qui sont aussi concernées par la sécurité alimentaire même, c'est autour de tous ces acteurs-là qu'on va mettre en place cette plateforme. Par rapport au secteur privé, justement, la politique que nous préconisons, c'est de mettre en place un cadre plus incitatif pour attirer le secteur privé, pour que ce secteur s'implique plus dans le secteur agricole, dans le secteur élevage, dans le secteur pêche, et aussi la société civile dans tout ce qui est action en faveur des systèmes alimentaires durables. Il y a, par rapport à cette politique, ce que le gouvernement veut mettre en place dans les différents districts de Madagascar, c'est One District, One Factory, c'est-à-dire un district, une usine, qui sera mis en place ou mis en œuvre conformément à ce que nous, au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, on retient aussi comme approche, qui est le One District, One Product. Donc, un district, un produit, mais en réalité, il ne s'agit pas d'un seul produit, puisque nous avons une telle gamme d'aliments, de produits, et donc c'est plutôt, comme je l'ai cité tout à l'heure, des spécialisations régionales ou districales qui comprend plusieurs produits en fait, mais ces produits-là seront, la production plutôt sera axée non seulement vers l'autosuffisance alimentaire, l'autoconsommation, mais aussi vers la production orientée vers le marché avec les différentes usines qu'on va mettre en place. Donc il s'agira, comme je l'ai dit, de créer des usines locales et qui va permettre aussi de créer des emplois pour nos jeunes. Les jeunes, justement, qui sont appelés à être créatifs. Et c'est pour cela, dans ce cadre, qu'on prévoit aussi d'organiser périodiquement des salons de la créativité pour les producteurs, donc disons de tout genre, de tout âge, de tout niveau, dans chaque région de Madagascar. Donc voilà un peu la stratégie. Ces jeunes-là, on va les regrouper, on va mettre en place une coalition des jeunes entrepreneurs agricoles qui seront appuyés par le gouvernement pour la constitution de fonctionnement propre. Donc ces différentes grandes lignes ont été discutées et donc sont ressorties en particulier de l'atelier national qui a précédé ma participation au sommet des systèmes alimentaires. Voilà donc pour
Les stratégies mises en place par le gouvernement malagasy. Merci, Monsieur le ministre. Mais aux côtés de Madagascar, il y a également les partenaires qui s'investissent, tels que les agences des Nations Unies. Monsieur le représentant, la FAO est présente dans plusieurs pays, notamment les pays les plus vulnérables, pour accompagner les gouvernements dans cette lutte contre la faim, en considérant à la fois la situation contraignante qui a été évoquée par le professeur Vloultin, les engagements forts du gouvernement malagasy également. Comment la FAO se positionne-t-elle face à ce fléau de la famine, de la malnutrition et aussi la dénutrition? Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'opportunité de pouvoir m'adresser à vos illustres téléspectateurs. Vous avez raison, nous sommes présents dans plus de 130 pays. Et merci d'avoir mentionné le mot vulnérable, parce que notre action consiste essentiellement à nous focaliser sur ceux qui sont vulnérables à travers le monde, en vertu du principe des objectifs de développement durable qui veut que personne ne soit laissé de côté. Et ça, c'est fondamental. Effectivement, si vous regardez la situation actuelle dans le monde, nous produisons suffisamment de nourriture pour que chacun de nous, où qu'il soit, puisse manger à sa faim et jouir d'une très bonne santé. Mais qu'est-ce que nous constatons? Deux choses. La première, c'est qu'un tiers de toute cette nourriture que nous produisons avec tant de peine, n'est jamais consommée par les humains. Elle finit dans la poubelle. Imaginez la quantité d'eau, imaginez les terres, imaginez l'intelligence humaine, le temps, imaginez les produits chimiques, tout ce que nous y mettons, le transport, la transformation, la distribution, l'achat et même la préparation au niveau des ménages. Et tout cela est fait pour que finalement le tiers de la nourriture finisse dans la poubelle. C'est terrible. Et cela signifie quoi? Premièrement, nous avons plus de 760 millions de personnes qui n'ont pas assez à manger. Et nous sommes occupés à jeter le tiers de ce que nous produisons. C'est impensable, c'est inimaginable, c'est malsain, je dirais. Deuxièmement, imaginez que nous puissions récupérer ne fût-ce que le quart de cette nourriture que nous jetons. Qu'est-ce qui va arriver? Nous en aurons assez pour nourrir ces 760 millions de personnes qui n'en ont pas. Et permettez-moi d'ajouter un troisième élément. Cette nourriture que nous mettons dans la poubelle ne s'arrête pas là. Elle va passer d'un cycle à l'autre et elle va produire des gaz à effet de serre en très grande quantité, une quantité tellement significative qu'elle contribue énormément au réchauffement climatique, au changement climatique dont nous savons qu'il nous affecte tous. Et Madagascar, comme M. le ministre l'a dit tout à l'heure, est l'un des pays les plus frappés par le changement climatique. Et tout ceci montre une chose, c'est que nos systèmes alimentaires ne sont pas performants et ils ne sont pas inclusifs. Nous avons un problème sérieux et nous devons nous y mettre. Voilà pourquoi dans le cadre stratégique de la FAO, le nouveau que nous venons de mettre en place, il y a 4 piliers. Une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement, et les 3 doivent conduire à de meilleures conditions de vie. Voilà, meilleure production, meilleure nutrition, meilleur environnement et meilleures conditions de vie. C'est très simplifié, mais c'est un grand engagement de la part de l'organisation. C'est comme des Véliranes au niveau de la FAO. Voilà. Et donc concrètement au niveau de Madagascar, nos actions s'inscrivent toujours dans le contexte du soutien au gouvernement. Et Monsieur le ministre est là avec nous pour le témoigner. Et pour cela, nous avons conjointement élaboré
un cadre de programmation pays, comme nous l'appelons, CPP, et qui s'inscrit sur 3 axes principaux. Le premier, justement, c'est l'amélioration des systèmes agroalimentaires. Il faut qu'ils soient plus résilients, plus durables et plus inclusifs. Quand nous disons inclusif, nous pensons aussi aux femmes et aux jeunes. Et nous avons entendu de la part de Monsieur le ministre que nous avons une population jeune et qu'il faut que les jeunes soient impliqués, parce que s'ils sont une majorité dans notre pays, cela signifie que sans eux, nous ne pouvons rien faire pour l'avenir. Il faut qu'ils soient pleinement impliqués, mais aussi les femmes. Nous savons quel rôle essentiel elles jouent dans l'éducation, dans la nutrition, dans la santé des enfants. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième, c'est le renforcement de la résilience des communautés et des ménages, et surtout résilience de leurs moyens de subsistance. Parce qu'ils font face, tous nous faisons face à beaucoup d'aléas, comme le changement climatique dont nous avons assez parlé, mais n'oublions pas que récemment, nous sommes déjà en train, depuis l'année dernière, nous faisons face à une grosse pandémie jamais vécue dans notre génération et qui nous a révélé justement la vulnérabilité de nos systèmes alimentaires. Donc il faut renforcer la résilience des moyens de subsistance. Et le troisième axe, justement, c'est que tout cela ne peut marcher que si nous mettons en place une gestion correcte, rationnelle, c'est-à-dire qui soit à la fois durable, résiliente et inclusive des ressources naturelles. Elles sont essentielles, elles sont victimes de l'activité humaine, mais aussi victimes du changement climatique. Voilà donc les 3 axes: systèmes alimentaires, résilience et enfin gestion rationnelle des ressources naturelles. Mais plus concrètement, qu'est-ce que nous faisons à Madagascar? Au moment où je vous parle, nous avons 32 projets dans le pays. Et ces 32 projets visent justement à atteindre les objectifs que je viens d'énumérer. Et laissez-moi vous dire que nous sommes d'abord une institution de connaissances, c'est-à-dire un centre d'excellence dans toutes les matières qui concernent l'alimentation, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, la pisciculture, l'agroforesterie, ainsi de suite. Donc vous voyez, en tant que tel, notre action consiste toujours à donner aux communautés, aux ménages, aux participants à nos projets, les moyens, c'est-à-dire les connaissances, les techniques ou les technologies, les intrants nécessaires pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes. Et ça, c'est fondamental. Ça coûte beaucoup moins et en plus, ça apporte des solutions pérennes, durables. Je peux mentionner aussi le travail que nous faisons dans le domaine de l'amélioration, de l'augmentation de la production locale, là où c'est possible. Là-dedans, laissez-moi vous donner de petits détails très rapidement. La question des semences est aussi essentielle. C'est une question de souveraineté nationale. Nous travaillons avec le ministère pour améliorer justement la production semencière au niveau national. Et pour la campagne culturelle qui vient, il s'agit d'apporter des semences de bonne qualité à ceux qui en ont besoin dans des zones où l'utilisation des semences est favorable, mais ailleurs, il y a d'autres activités alternatives, comme par exemple des activités génératrices de revenus. On peut aussi parler par exemple de l'élevage et de la pêche et même de la transformation, parce que quand on réussit à transformer, qu'est-ce que cela signifie? Il y a une plus-value. Le cultivateur qui a transformé sa production peut gagner un peu plus, parfois même nettement plus. Il y a des situations où c'est même 2 ou 3 fois plus. Donc ça, c'est fondamental. Et les approches que nous apportons en termes de connaissances consistent en deux volets, mais il y en a d'autres, mais je vais vous en donner 2 les plus importants. Il y a l'agriculture intelligente face au climat. C'est-à-dire, nous allons dans un environnement, nous l'étudions,
nous voyons comment peut-on produire mieux et quoi et de quelle manière dans cette communauté, dans cette région. Voilà l'agriculture sensible face au climat. Mais il y a aussi l'agriculture sensible à la nutrition. Et la nutrition est essentielle. Il ne suffit pas de produire, il faut aussi manger, bien manger pour jouir d'une bonne santé. Voilà, il y a la sécurité des aliments qui est aussi essentielle parce qu'il n'y a pas seulement question d'hygiène, il y a aussi des problèmes de normes. Il faut savoir respecter les normes dans la production. Je peux aussi mentionner, pour ne pas être trop lent, je peux mentionner que nous mettons en place des systèmes de ce qu'on appelle alerte précoce et actions anticipatoires. Parce que ça, c'est fondamental pour aider les gens à prendre de bonnes décisions à temps pour ne pas subir les effets des aléas. Je vais me permettre de m'arrêter là, mais si vous permettez un dernier mot, vous m'aviez demandé sur les ressources et je veux profiter de cette occasion pour remercier les pays et les institutions qui nous soutiennent actuellement et ceux et celles qui nous soutiendront à l'avenir. Je citerai l'Allemagne, la Belgique, la Chine, le Japon parmi les pays. Mais parmi les institutions, il y a la Banque mondiale, il y a l'Union européenne, il y a le FIDA, mais il y a aussi le Bureau des Nations unies pour la coordination de l'assistance humanitaire. Je vous remercie. Merci, monsieur le représentant. Nous avons compris donc, que les stratégies ou également les mobilisations pour lutter contre la faim et la malnutrition doivent être multipartites. Les appels sont lancés actuellement. Il est important de comprendre la corrélation entre les investissements du secteur public, des institutions non gouvernementales, mais également le secteur privé. Je me tourne vers le directeur des opérations Agricuba Groupe SMTB, mais qui est également présidente de la plateforme du secteur privé SBN Anzaramaswanj. Comment voyez-vous les investissements du secteur privé dans cette perspective de lutter contre la famine et en même temps également, est-ce que vous pouvez nous partager des expériences de la plateforme Anzaramaswanj? Oui, bonjour à tous, chers honorables invités, bonjour. Bonjour aussi à nos chers téléspectateurs. Et en effet, dans le cadre de l'objectif de développement durable ODD 2, qui a comme objectif la faim zéro dans le monde, donc en 2030, la lutte doit être multisectorielle. C'est l'affaire de tous et nous sommes franchement convaincus que le secteur public, les institutions non gouvernementales et le secteur privé peuvent travailler main dans la main dans cette lutte. La SBN, tout d'abord, c'est le Sun Business Network ou Anzaramaswanj. À la base, c'était une initiative personnelle de 12 sociétés, donc fondatrices, qui se sont rendues compte en 2017 de l'importance de la lutte contre la malnutrition. Donc, le secteur privé veut faire sa part. Actuellement, on est parti de 12. Là, nous sommes 31 membres dans cette plateforme. Et notre but, en fait, c'est d'améliorer justement la nutrition à Madagascar. Comment nous y contribuons? Donc, nous utilisons des produits à haute valeur nutritionnelle, comme le soja, les haricots, le moringa, notamment la société Moringa Wave, le sorgho, mais aussi la banane, poudre de banane, donc farine de banane avec la société Uchkane. Nous utilisons tous ces produits à haute valeur nutritionnelle pour faire en fait des matières premières comme base pour produire nos produits. Les sociétés membres de la SBN enrichissent, fortifient, mais aussi biofortifient leurs produits. Donc fortifie, c'est-à-dire on ajoute des produits en intrants, on ajoute des fortifiants, on met en fait à l'intérieur de nos produits des mix de vitamines, calcium et minéraux, comme fait par exemple notre société Agricoub. On rajoute donc ces mix de vitamines, une bonne douzaine, qui permettent en fait d'avoir des produits qu'on appelle fortifiés. Il y en a aussi qui biofortifient, c'est-à-dire en fait on croise les plantes et on améliore aussi le sol
à la base même de la production. Donc on contribue, on travaille avec les producteurs, donc on parlait tout à l'heure des producteurs locaux. Donc ces sociétés-là, nous sommes prêts à travailler avec des agriculteurs dans diverses régions de Madagascar. L'an dernier, par exemple, un exemple très concret, nous sommes partis à Majunga avec le GIZ, monsieur le ministre parlait du GIZ tout à l'heure. Nous sommes allés à la rencontre des paysans, donc l'agence coopération allemande pour le développement, ainsi que la chambre de commerce aussi locale à Majunga, nous ont aidés là-dessus. Et en fait, nous sommes allés à leur rencontre pour savoir quels produits ils souhaitent valoriser, quels produits ils souhaitent vendre, donc pour pouvoir justement aller dans le sens où on donne des activités qui sont génératrices de revenus dans ces régions-là. Donc, le problème, par contre, c'est au niveau du suivi rigoureux de la qualité. Parce que nous voulons quand même un partenariat avec des partenaires locaux ou chambres de commerce sur place pour avoir des produits de qualité. C'est très important pour le secteur privé d'avoir ces produits de qualité parce que c'est des actions prioritaires, ça doit être au rendez-vous. La qualité doit être au rendez-vous parce que nos matières premières, nous avons besoin de qualité, des spécifications bien précises, puisque nous avons des clients derrière qui sont très exigeants. Des clients très exigeants sur les produits finis, ça peut être des ONG, monsieur le représentant résident, à côté, peut le confirmer. Donc, ils ont des exigences, parce que si on ne suit pas ces exigences-là, ils importent. Donc, le secteur privé insiste là-dessus, sur la collaboration à long terme, mais avec des produits de qualité. Ensuite, nous voulons aussi mettre le point à la fin sur l'alimentation diversifiée, saine et nutritive que nous souhaitons apporter. Donc, dans ce cadre-là, les perspectives que nous avons, c'est des perspectives de collaboration. Nous souhaitons collaborer avec vous, les ONG. Nous souhaitons avoir un partenariat avec l'État, collaborer sur des projets. Parce que nous voulons continuer à investir, financièrement sur des produits riches en nutriments, des produits sains, mais surtout, il ne faut pas oublier, à prix abordable. Nous sommes dans un pays à pouvoir d'achat très limité, donc nous devons fournir des produits qui sont abordables au niveau prix. Et nous sollicitons donc l'aide de l'État, l'appui de l'État pour justement avoir des produits qui peuvent aller dans des produits fortifiés. Par exemple, je prends un exemple, une détectation peut-être des intrants nécessaires à la fortification alimentaire. Ça peut être une action bien concrète en perspective dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Madame. C'est vrai que les décisions, les innovations, les changements à opérer dans ces systèmes alimentaires, on l'aura compris, requièrent d'avoir constamment des données de qualité, mais également des connaissances actualisées. Je me tourne directement vers vous, les chercheurs, docteurs. Dans l'état actuel des connaissances, comment percevez-vous les conclusions de recherche académiques et professionnelles sur les thématiques autour de cette nutrition? Et en tant que chercheur et spécialiste, quelles plantes à forte valeur nutritionnelle recommanderiez-vous? Le secteur privé l'a un peu évoqué tout à l'heure. Et aussi, quelles sont les opportunités pour Madagascar? Je vous remercie. Donc, à mon tour, je salue les téléspectateurs. Donc, la recherche, dans cette vision de multisectorialité qui a été citée tout à l'heure, la recherche va jouer un rôle non négligeable pour améliorer ces systèmes alimentaires. Il s'agit bien sûr de la recherche agronomique en général, on va parler de génétique, d'agronomie, de zootechnie, de santé des plantes et des animaux. Plusieurs grands axes de recherche et d'opportunités peuvent aider à promouvoir l'accès à cet aliment diversifié, sain et nutritif.
parmi le premier axe, ça va être les plantes à haute valeur nutritionnelle qui sont d'une grande importance. Nous avons cité les légumineuses de tout à l'heure, mais nous pouvons aussi citer l'amarante ou anapate. Des recherches donc sont menées actuellement sur l'inventaire, la sélection variétale, l'adaptation agronomique, la variation de la valeur nutritionnelle et même l'extraction des protéines que contiennent ces légumineuses. Donc, ça s'appelle les concentrés protéiques. On va parler aussi de superaliments, par exemple le fameux moringa, mais aussi la spiruline, qui sont très riches en éléments nutritifs. Et ces éléments nutritifs vont améliorer considérablement notre alimentation parce qu'ils contiennent beaucoup de protéines, parce qu'ils contiennent des acides gras essentiels et des micronutriments. Et certains de ces super-aliments peuvent même contenir des constituants à effet paramédical comme les antioxydants et les polyphénols. Si nous parlons aussi de la filière insectes comestibles, les recherches donc, sont axées sur l'inventaire de ces insectes, leur valeur nutritionnelle et l'élevage d'insectes, l'insecticulture. Les recherches d'essais sur l'élevage de ces insectes sont actuellement très encourageantes. Nous étudions aussi au sein de la plateforme MICAS les produits dérivés de ces insectes. Nous pouvons fournir des chips aux insectes, des cookies aux insectes, d'autres produits variés. La biofortification, comme il a été dit tout à l'heure, est très prometteuse. Et d'ailleurs, des essais sur la biofortification du riz sont menés sur le pays. Si on parle aussi de l'enrichissement alimentaire que nous effectuons également au sein de la plateforme, par exemple, les concentrés protéiques de tout à l'heure sont incorporés dans les pâtes alimentaires et dans les barres de céréales pour qu'ils soient plus riches en protéines. Et la technologie alimentaire est aussi un axe par l'amélioration des procédés de transformation pour d'abord une meilleure conservation des nutriments, mais ensuite pour une plus longue disponibilité pour pallier aux problèmes, pour faire face aux périodes de soudure, comme il a été énoncé tout à l'heure, mais aussi la valorisation des sous-produits de l'industrie. Par exemple, nous, au sein de la plateforme MICAS, nous valorisons les têtes de crevettes, qui sont des sous-produits de l'industrie, en fabriquant des snacks comme les caca-pigeons pour en améliorer la valeur nutritive. Ou encore le tourteau d'arachide, qui est souvent destiné à l'alimentation animale. Nous pouvons encore en extraire des concentrés protéiques. Ensuite, les recherches sur la diminution des pertes post-récolte peuvent constituer également un enjeu pour ce système alimentaire. La valorisation aussi des ressources sauvages comestibles, il a été dit maintes et maintes fois que Madagascar est reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle. Beaucoup de ressources qui sont non cultivés, mais ils sont juste issus de la cueillette, du ramassage ou de la chasse, sont encore peu connus et sont souvent sujets à préjugés. Mais pourtant, ces ressources sauvages comestibles méritent d'être valorisées car elles ont un apport nutritif très important dans l'alimentation. Par exemple, pour ces ressources sauvages comestibles, nous pouvons citer plusieurs espèces de champignons, certaines braides, certains crustacés et même les fruits qui sont très riches en vitamines et en minéraux. Et l'hygiène et la sécurité des aliments aussi, cet axe, la recherche s'y penche et elle n'est pas à négliger parce que nous savons que les intoxications alimentaires, les maladies transmises par les aliments, ainsi que la détérioration de ces aliments peuvent avoir des conséquences vraiment dommageables sur la santé publique. Et enfin, mais non des moindres, les études sur les comportements alimentaires, c'est-à-dire donc tous les volets sur les volets anthropologiques et sociologiques pour optimiser l'adoption des innovations sont encore peu nombreuses et il faut les encourager.
Donc, il faut essayer de comprendre les comportements et les résistances à l'adoption des solutions proposées pour la lutte contre la malnutrition. Merci. Merci. En écoutant chacun de vous, il y a espoir dans cette lutte contre la malnutrition à Madagascar et les couches les plus vulnérables de la population espèrent beaucoup des engagements de chaque partie prenante. Au vu des éléments de réponse de chacun des panélistes, quelles pourraient être, en quelques mots, en 2 minutes environ, vos perspectives d'action ou d'investissement? Je me tourne en premier lieu aux représentants de la FAO. Merci beaucoup. C'est une question très importante. Mais pour être bref, moi je crois que puisque chacun de nous, sans exception, consomme de la nourriture, même le ministre qui est avec nous, tous nous mangeons. Et du coup, cela signifie que nous avons un énorme pouvoir si nous décidons à apprendre à savoir ce qu'il y a dans la nourriture que nous mangeons, en termes de sucre, en termes de sel, en termes de graisse, ainsi de suite. Comment cela contribue à ma santé? Comment cela affecte ma santé? Je crois que ça, c'est très important. Et si nous nous y mettons tous, et nous sommes très exigeants en matière de qualité, nous allons amener du changement. Nous aurons le soutien de la société civile. Les chercheurs vont se joindre à nous. Et je crois que tout cela va apporter un élément de pression au niveau des pouvoirs publics et des pouvoirs législatifs pour prendre des décisions politiques, des décisions administratives et des lois même pour nous protéger et garantir non seulement notre santé, mais aussi contribuer ainsi à de meilleurs systèmes alimentaires. Merci, Dr Boliko Mouli-Charles, qui est représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ou la FAO, à Madagascar, aux Comores, à Maurice et aux Seychelles. Je me tourne vers le Dr Assoua Raouna-Felambouin, qui est président de la plateforme des chercheurs pour la lutte contre la malnutrition, MICAS. Donc, les priorités d'action ou d'investissement qui vont aboutir à ces objectifs, pour nous les chercheurs, ça va être la promotion de la recherche, en particulier celle en nutrition, donc pour reconnaître le rôle primordial de la recherche dans le développement, l'encouragement des dialogues ouverts avec les autorités pour la définition des priorités de recherche et des partenariats à nouer, et aussi, surtout, la recherche de partenariats pour approfondir et développer les domaines les plus promoteurs. Je vais en citer 2, les légumineuses et les insectes comestibles. Donc, nous pouvons aussi citer de cette recherche de partenariat le développement de produits commerciaux avec le secteur privé, qui doit être l'utilisateur et le valorisateur naturel des résultats de recherche. Ensuite, la sensibilisation et la dissémination de ces résultats de recherche et innovation en travaillant avec les ministères et l'ONN, la société civile et les organismes les organisations telles que la FAO. Et enfin, l'appui au programme de recherche par un fonds d'appui compétitif, par exemple. L'idée circule depuis plusieurs années, mais sa concrétisation devrait être accélérée. Merci. Merci, docteur. Je me tourne à présent au directeur des opérations Agricuba Groupe SMTP, Shekina Ndjemanarive. À vous la parole. Les perspectives, comment nous pouvons travailler ensemble, comme on a dit dès le début de cette rencontre très fructueuse, je pense. Nous avons parlé de travailler en multisectorialité, donc travailler tous ensemble. Nous voulons encourager les ONG à travailler en collaboration avec des producteurs locaux, des sociétés locales, en balançant équitablement avec ce qui est importé. C'est très important parce que ça permet de faire travailler l'agriculture locale, ça permet aussi de faire travailler l'économie locale. Et c'est dans ce sens, en fait, que je veux encourager ce partenariat. Nous voulons aussi continuer à prioriser les partenariats avec le secteur public aussi,
Seul on va vite, mais ensemble on ira plus loin. Donc du coup, mon souhait, notre souhait sur la plateforme SBN, c'est qu'on puisse continuer à investir sur des produits riches en nutriments avec le soutien de tous. Nous voulons, par exemple, dans notre société, nous voulons continuer à travailler sur des produits en collaboration avec des chercheurs et aussi une cellule recherche et développement, parce que nous pensons qu'il n'y a que comme ça que nous pouvons continuer à fournir des produits sains et à haute valeur nutritionnelle. Merci. Et enfin, et non des moindres, je donne la parole au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Ramilson Arfid. Vous êtes également représentant de Madagascar au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Merci. Les actions qui sont préconisées découlent des politiques que j'ai déjà citées tout à l'heure. Et de manière pragmatique, c'est d'appuyer la construction, réhabilitation des infrastructures améliorées, d'irrigation, d'assainissement dans les différentes zones d'intervention. Il y a les systèmes de micro-irrigation qui permettent d'économiser de l'eau qu'on va multiplier, dupliquer. On va utiliser des semences adaptées au changement climatique, promouvoir la rotation culturelle, mettre à l'échelle des techniques agroécologiques et des pratiques résilientes pour une agriculture durable. Nous allons aussi mettre en place des systèmes de gestion et d'agroforesterie, d'exploitation durable des pâturages adaptés au changement climatique. Ça, c'est par rapport à l'élevage. Et nous allons soutenir les chercheurs. Leurs interventions, leur contribution est importante. Les initiatives de recherche, nous allons les soutenir. Nous allons aussi soutenir les initiatives du secteur privé, tant dans la conservation, la transformation des produits alimentaires diversifiés. Et on ne va pas oublier en amont des infrastructures, la protection des bassins versants. On va restaurer des paysages axés en axant nos actions sur des unités de gestion des bassins versants. Bref, dans tout cela, on va mettre en place une stratégie durable de sécurisation donc, des aliments. J'ai cité tout à l'heure les banques alimentaires, c'est très important, mais pour avoir un cadre aussi bien clair par rapport à la protection des bassins versants, on préconise d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de gestion durable. Et donc pour cela, c'est une gamme d'actions assez vaste, très diversifiée. Moi, je terminerai par dire soyons participatifs, soyons inclusifs et ensemble nous allons vaincre la pauvreté à Madagascar.